Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Mademoiselle, The Handmaiden, en anglais, dans un très mauvais anglais d'ailleurs, mais bon bref. Il est réalisé par Park Chan-wook, il est sorti au cinéma le 5 octobre 2016, je l'ai vu au cinéma et en version originale. Une version originale assez particulière, j'en reparlerai plus tard. On va commencer par le début. Park Chan-wook, c'est l'un des réalisateurs qui a fait partie de cette fameuse vague sud-coréenne qui a un peu déferlé sur le cinéma à partir du début des années 2000, grosso modo dans cette période-là, entre 2000 et 2005, je crois, avec des réalisateurs comme Bong Joon-ho, Kim Ji-woon, Kim Ki-duk ou encore Na Hong-jin. Alors là, on a pêle-mêle le réalisateur de, par exemple, The Host, le réalisateur de Deux Sœurs, le réalisateur de Printemps-été, Automne, Hiver et Printemps, ou encore de Samaria, et le réalisateur, par exemple, de The Chaser. Tous les films dont je viens de vous parler là, regardez-les, ça envoie. Ils ont tous ensemble un style assez, finalement, qu'on peut globalement résumer à des lignes fortes. C'est en général des histoires fortes. Sérieusement, quand je parle d'histoires fortes, c'est en général des sujets très durs, à aborder avec un regard frontal, singulier, et on va dire sans aucune hésitation ni aucune tiédeur. Ça y va. S'il y a du sang, il y a beaucoup de sang. S'il y a du sexe, il est cru. Et la morale est toujours grise, sombrissime la plupart du temps, mais grise la plupart du temps. Très difficile de déterminer si les héros de ces différents films sont des héros. Très très compliqué. Le cinéma coréen a marqué et marque encore par son extrémisme et sa force visuelle aujourd'hui. Globalement, je dirais que ce sont des cinéastes baroques. Il y a une imagerie aux couleurs très singulières, sur des narrations globalement dramatiques, mais très tendues. C'est pas forcément baroque ça, mais ils ont juste modernisé, j'ai envie de dire, la touche baroque de leur cinéma pour que la narration soit systématiquement tendue, alerte, et qu'elle soit... c'est des films très faciles à suivre. Ils ont un côté comme ça... à respecter très très bien le public mondial biberonné à la sauce Hollywood, ce qui fait que toutes leurs intentions artistiques se retrouvent parfaitement mêlées à des narrations efficaces, tendues, et qu'on peut regarder sans aucun problème. Ce qui explique leur succès qu'on trouve chez des spectateurs de toute classe sociale, de tout âge et de toute culture différente en France. Alors attention, hein, tous ces cinéastes vraiment sont très singuliers. Donc loin de moi l'idée de les mettre dans un même paquet parce qu'ils sont tous coréens. Ce serait vraiment très caricatural et irrespectueux. Non, c'était juste pour donner mon impression de la tendance qui les réunit, grosso modo. Ça explique un peu pourquoi leur cinéma et leurs films marchent si bien. Mais honnêtement, c'est surtout une nouvelle vague coréenne, j'ai envie de dire. Et c'est tous des cinéastes passionnants. Tous. Chacun à leur manière. Et voilà, c'est vraiment grossier de comparer le style de Kim Ji-woon à Park Chan-wook, de Bong Joon-ho à celui de Na Hong-jin. C'est des gens qui ont travaillé parfois ensemble, mais c'est vraiment des films très différents, quoi. Si on commence à bien les regarder, c'est juste que voilà, c'est avec des acteurs coréens, oh mon Dieu, quel rapprochement superbe. Donc on va pas tomber dans la caricature non plus. Et puis en plus, ils ont tous une orientation de leur histoire, une morale. C'est vraiment des gens qui ont un regard très particulier sur ce qu'il raconte et de la manière qu'il le raconte. Donc voilà, c'était juste une tendance grosso modo, très grossière vraiment, mais je vous incite à vous intéresser à ces cinéastes, non pas dans une tendance, mais dans le fait qu'ils sont d'abord des cinéastes. Bref. Park Chan-wook, dans ce groupe-là, je dirais que c'est celui qui a la tendance la plus baroque de tous. C'est des films qui... C'est un réalisateur qui fait souvent des films avec des images très picturales. Il n'hésite pas à tordre, notamment, contrairement à d'autres, je trouve, la vraisemblance des émotions ou de l'intrigue pour faire ce qu'on peut qualifier de belles images, quoi. Je sais pas, de tête, j'ai le final de Old Boy qui se passe dans un penthouse, notamment, qui est juste un décor délirant, quoi. Je vois même pas quelqu'un vivre là, donc c'est un exemple par rapport à d'autres. C'est clairement pas vraisemblable. Et encore une fois, dans Old Boy, ça fonctionne très très bien, c'est pas une critique, c'est juste que lui, pour pointer le fait que lui, il peut aller jusque-là. Ces histoires sont souvent des drames. Je dirais même que chez lui, c'est quasiment de la tragédie grecque. Hein. Si on prend par exemple un film comme Sympathy for Mr. Vengeance, juste le pitch de départ, c'est l'histoire d'un garçon qui est sourd et muet,
qui travaille à l'usine dans des conditions terribles pour prendre soin de sa sœur qui est gravement malade et qui a besoin d'une greffe a priori. Enfin, vous voyez, le point de départ est d'un dramatique terrible et ça ne va aller que de mal en pire. Donc c'est clairement vous allez voir de la tragédie grecque avec tout ce que ça veut dire en termes de thème, en termes de force, d'évocation et ainsi de suite. C'est aussi le cas dans Old Boy, c'est aussi le cas dans Thirst, Ceci est mon sang. Bref. C'est aussi un réalisateur qui n'hésite pas à aller vers quasiment de l'absurde, alors qu'on pourrait croire avec la base que j'ai racontée par exemple sur Sympathy for Mr. Vengeance, que le film serait essentiellement comment dire, un drame noir, terrible, avec beaucoup de violence et de tristesse. Non, il y a vraiment des passages qui frisent l'absurde, jusqu'à un comique assez dingue. Il avait fait un film, l'un de ses films les plus marquants là-dessus, c'est Je suis un cyborg, on ne sait pas trop comment prendre ce film, je trouve, du début à la fin, qui est un film très intéressant aussi, ou dans Thirst, qui est grosso modo une histoire de vampire, et qui bascule à un moment donné dans une sorte d'absurde de situation que je ne vais pas dévoiler, pas spoiler, parce que je pense que c'est un film à voir. Bref, il n'hésite pas à aller jusque-là, jusqu'à amener son côté tragique vers de l'absurde, voire pas de la comédie, mais des choses assez drôles, en fait. Il y a aussi chez lui, c'est pas le pire, mais il y a une violence graphique qu'il aime visiblement exprimer. Et rares sont les films qu'il a fait où il n'y a pas du sang ou des choses très très graphiques. C'est pas gore, hein, mais juste graphique. Il y a du sang, de la chair, c'est très, très visuel. Et puis, un des thèmes aussi qui m'a encore apparu dans Mademoiselle, justement, c'est ces musiques tournent souvent, il travaille avec le même compositeur, je crois, j'ai pas vérifié, mais je mettrai l'information à l'écran si c'est faux, mais je crois qu'il travaille souvent avec le même compositeur, et il y a un thème, pas un thème musical, un style musical qui revient souvent, c'est la valse chez lui. Ça rajoute toujours une touche de grandiloquence et d'absurde. Et je pense que son style à lui peut être résumé à ça. Il y a quelque chose de grandiloquent et d'absurde. Mais pas grandiloquent dans le sens, j'ai envie de dire, caricature, le péjoratif du terme. Grandiloquent dans le sens, l'ampleur ne le dérange pas et l'ampleur frontale de la mise en scène, au contraire, il apprécie ça, il aime le montrer. Mais je trouve que c'est un des rares cinéastes qui arrive à le faire, qui arrive à nous emmener très loin de manière baroque et grandiloquente donc, sans que ça gêne la vraisemblance du fil émotionnel. La vraisemblance contextuelle, non. Elle est vraiment troublée, voire même par moments c'est ridicule. Mais la vraisemblance émotionnelle, malgré tout, on ne la perd pas. Il sent très bien cet équilibre-là. Je résumerai donc en disant que c'est un cinéaste de la tragédie, de la violence physique et de l'absurde. Ce qui fait que... tragédie plus violence physique plus absurde, vous avez compris. Hein. Il a une vision du monde qui est souvent sombre dans les actes, dans les faits, et moralement très très grise. J'en arrive donc à Mademoiselle qui est, à mon avis, dans la lignée de ses précédents travaux, même s'il est moins graphique. Il est un petit peu dans la lignée de son film américain, Stoker, qui est un film très bon et que je vous conseille de voir, parce que je dirais que Mademoiselle est un film qui est plus fort sur ses questions morales que sur sa violence graphique. Alors attention, hein, le film est violent, hein, il montre certains trucs et ça peut être par moments assez fort, mais globalement ça reste un film quand même beaucoup moins violent graphiquement, il suggère beaucoup plus. Ça veut pas dire qu'il n'est pas violent, loin de là. Mais juste avant le pitch, je tiens à souligner deux choses. J'ai vu le film en version originale sous-titrée, et c'est la première fois que je voyais ça. C'est un film qui propose, dans ses sous-titres, un code couleur pour identifier la langue dans le dialogue. Je m'explique, hein. Le film se joue dans un contexte de domination japonaise sur la Corée. On va dire, je crois que ça se passe grosso modo aux alentours des années 1900. Donc, à l'époque, le coréen était considéré comme une langue inférieure, notamment. Ce qui fait que, quand les personnages se parlent, la langue utilisée sous-entend un certain type de rapport. Par exemple, maîtresse-vassal. Ou encore, un lien de complicité entre deux Coréens qui se parleraient en coréen et pas en japonais, etc. C'est donc une très bonne idée. Moi, je parle pas coréen et je parle pas japonais. Je mate plein de films en japonais et plein de films en coréen sous-titrés. Mais si on enchaîne vite de l'un à l'autre, je ne vois pas forcément la nuance. J'ai donc besoin de lire pendant le film. Et c'est un des trucs assez génial de cette idée de code couleur, c'est que grâce à ce code couleur, je n'étais pas seulement en train de prendre l'information verbale, j'étais en train de sentir la finesse du rapport
et du jeu des rapports entre les personnages. Et dans un film comme celui-là, où le sujet est clairement, en tout cas une partie du film, est la question de l'étiquette sociale, la nuance de la langue qu'on choisit de parler, est très importante pour comprendre et sentir le film. Ce qui fait que c'est une très très bonne idée. Donc le coréen était en jaune, je crois, et le japonais en blanc. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de se demander en quelle langue c'était, ça venait tout de suite. J'insiste sur le fait que c'est un code parce que ça arrive pas dans le film comme ça. Il y a 2 phrases au début du film qui sont des phrases de non-sous-titres, au tout début, qui vous disent le japonais sera sous-titré en jaune et le coréen sera sous-titré en blanc ou l'inverse, je sais plus exactement. C'est très original et très important. La plupart des films, ils ont souvent des codes de sous-titres classiques. Là, on a un film qui pousse un peu plus loin les codes du sous-titrage. C'est logique dans ce film puisque c'était nécessaire pour ouvrir encore plus l'accessibilité à une œuvre en langue originale. Alors, faut me comprendre, je suis pas un ayatollah des versions originales, hein. Je vais faire court sur mon point de vue sur la question du doublage et des sous-titrages et tout ça. Un film doublé, pour moi, c'est simplement un film différent du film en version originale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de films ou de versions d'un même film que de versions doublées de ce film, ou sous-titrées. C'est-à-dire que si vous regardez un film doublé sans les sous-titres, c'est un film. Si vous regardez ce même film avec les mêmes doublages sous-titrés, c'est encore un autre film. Parce que ça change le rythme visuel, ça change la manière dont vous allez lire l'image. Bref, ça crée une autre œuvre. Subtilement, mais assez fortement, je trouve, pour qu'on puisse parler d'œuvres différentes. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi, par exemple, d'envisager un film de Tarantino en version originale et d'en parler avec quelqu'un qui l'a vu en version française. Je pense qu'on va par moment pas parler de la même chose, tout simplement. De facto, dans le meilleur des mondes, ce que je suis en train de dire au niveau créatif, c'est que chaque film devrait avoir des sous-titres uniques qui lui sont propres. Aussi bien dans la taille de la police que le style de la police, aussi bien dans le rythme dont les sous-titres apparaissent à l'écran, aussi bien dans les codes couleurs qu'on pourrait mettre, ou tout et n'importe quoi, l'endroit où ils apparaissent à l'écran, etc., etc. On pourrait délirer, quoi. Et en plus, il faudrait que ce soit le cas pour chacune des langues qui seraient adaptées. C'est déjà un petit peu le cas. Vous vous doutez bien que les codes de sous-titres ne sont pas les mêmes au Japon qu'en France, ne sont pas les mêmes au Maroc, quand c'est sous-titré en marocain, ne sont pas les mêmes en Thaïlande, ne sont pas les mêmes quand c'est sous-titré en maori. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est déjà plus ou moins le cas. Chaque langue a ses spécificités et donc est déjà adaptée d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faudrait carrément aller au-delà et adapter clairement des sous-titres, créer artistiquement des sous-titres pour chaque œuvre en fait, et pour chacune de ces variations de cette même œuvre. Et là je parle seulement des sous-titres, je parle même pas des doublages. Je pense qu'on devrait encore aller plus loin, même si on va déjà très très loin, hein. Je pense qu'il y a encore un degré où on pourrait aller, mais dans les sous-titres on est encore très timide. Et on propose en général, là j'en rajoute, sachant que dans Mademoiselle ils sont quand même relativement sobres, il y a juste cette idée de code couleur et de ces 2 phrases au début du film qui sont étranges parce qu'elles arrivent comme une explication, ce qui pourrait passer pour un aveu d'impuissance de la part des gens qui ont fait les sous-titres et un irrespect de l'œuvre originale puisque ça ne correspond pas évidemment. Park Chan-wook n'a pas écrit le film en se disant dans les versions françaises et dans le reste du monde on mettra des codes couleurs. C'est vraiment une idée de l'équipe de sous-titrage, j'en suis quasiment sûr à 99%. Mais sinon le reste, le rythme, la manière dont les sous-titres sont amenés, tout ça c'est très classique, ce qu'on voit d'habitude dans les sous-titres. Cependant, cette idée de coup de couleur dans les sous-titres de Mademoiselle, c'est très intéressant et c'est malgré tout novateur. C'est modeste. Encore une fois, il n'y a aucun travail sur la police, sur le rythme classique des sous-titres français, sur la taille de caractère, etc. etc. Mais c'est intéressant et original, et je tenais à le souligner parce que c'est une des rares fois où j'aurai l'occasion peut-être de vous parler des sous-titres comme ça. Et j'espère à l'avenir que des réalisateurs vont jouer de plus en plus avec la nature des sous-titres dans d'autres langues, et anticiper d'autres langues, et anticiper le fait qu'ils parlent une langue étrangère, par exemple, peut-être mal, mais qu'ils la parlent avec une certaine appréhension, et qu'à un moment donné, il faudrait aller jusqu'au bout de cette appréhension et proposer de facto une véritable création de sous-titres dans cette autre langue qu'ils connaîtraient a priori. Et
du coup aussi, dans les langues qu'ils ne connaissent pas, donner carte blanche réellement à une réelle adaptation graphique, stylistique, et éventuellement donner son aval après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Je parlais des films de Tarantino, j'aimerais beaucoup à un moment donné qu'il y ait des gens qui fassent ça, qu'en allemand, la tronche des sous-titres soit pas la même qu'en français. Parce que selon les films, ça aurait une identité beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. En faisant très caricatural, par exemple, on pourrait prendre Inglourious Basterds et faire des... Vous savez, la langue allemande, au lieu de l'écrire en allemand, l'écrire en gothique. Alors ce serait dur à lire, hein, je dis n'importe quoi, ce serait pas du tout pratique. Mais c'est dans cet ordre d'idées-là, en faisant bien sûr plus fin et plus intelligent que ce que je viens de dire, parce que c'est très cliché et pas très intéressant. Mais c'est dans cette idée, dans cet ordre d'idées. J'ai juste un exemple en tête d'un réalisateur qui avait fait ça, c'était mon copain Beat Takeshi, Takeshi Kitano, qui, sur son film A Scene at the Sea, qui est un film qui se passe autour de l'histoire d'un surfeur, c'est son deuxième film ou son troisième film, c'est son troisième film, je crois. Et c'est un film qui avait... il avait travaillé sous les sous-titres avec une sous-titreuse française, donc, qui est franco-japonaise. Et à la fin du film, je passe les détails du pourquoi du comment, le personnage s'en va. Et Kitano pensait qu'il manquait une information que le public francophone n'allait pas comprendre. Donc il a demandé à la sous-titreuse de rajouter une phrase. Moi je vous le dis moi-même, hein, quand j'ai vu le film, je n'ai même pas compris d'où venait cette phrase, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire, j'ai dû aller chercher sur internet. Je ne comprenais pas ce que j'avais l'impression qu'il y avait une erreur de sous-titre. Je ne voulais pas vous dévoiler cette phrase, il faut voir ce film, je pense que ce serait dommage de vous la dévoiler. C'est un film très intéressant, la filmographie de Kitano est très très intéressante, donc je pense que vous n'aurez pas perdu votre temps en voyant A Scene at the Sea, même si c'est son film le plus difficile à trouver, je trouve. Avec Getting Any, bref, je vais faire mon cake, mais bon, vous avez pigé, j'aime beaucoup sa filmographie, donc je les ai tous vus. Et il y a eu un vrai problème entre la traductrice et Kitano, au point que la traductrice a désavoué le film en disant, en ne voulant pas être crédité au générique, et en disant que c'était Kitano qui devait être crédité au sous-titre. Finalement, ça n'a pas été le cas, elle a été créditée quand même comme sous-titreuse sur les DVD et tout ça, mais au cinéma, son nom n'y était pas au départ. Mais au moins, ce qui me plaît dans cette idée-là, c'est qu'elle a défendu son idée. Je pense qu'elle avait raison. L'idée de Kitano était mauvaise, notamment vous verrez en voyant le film que c'est une mauvaise idée. Ça trouble beaucoup la perception du film dans le mauvais sens du terme et que ça le diminue. Mais j'aime beaucoup la volonté de Kitano à un moment donné d'aller donner son point de vue, par contre, sur une langue étrangère, même si c'est de manière naïve et candide, et c'était bête de sa part parce qu'il connaît pas la langue française et qu'il sous-estimait en fait un peu le public français, je pense, à ce moment-là. Lui-même qui critique beaucoup le côté prétentieux des Japonais, pour le coup, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Mais grosso modo, j'aime beaucoup sa volonté à un moment d'aller dire mon film il va être comme ça, perçu comme ça dans un autre pays, et je pense, j'ai envie qu'il soit perçu comme ça. Je trouve ça très intéressant, surtout quand on a les moyens d'aller aussi loin au niveau créatif, au niveau donc financier évidemment, mais au niveau créatif. Et on aurait, je pense, aujourd'hui on sous-estime encore trop ce que pourrait apporter graphiquement, visuellement, narrativement, le jeu avec les sous-titres. Et la plupart des films qui ont joué avec, je pense, on le joue encore de manière trop délire d'art plastique, délire d'un sujet. Je fais un film sur le jeu vidéo, tiens, je vais mettre des sous-titres comme dans un jeu vidéo. Je dis n'importe quoi, mais j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est un peu trop ça encore. Alors qu'il y aurait moyen de faire beaucoup plus subtil, de jouer avec ça et d'aller encore de plus en plus loin. Et on remarquera d'ailleurs que, pour finir la parenthèse qui est décidément très longue, sur la question des sous-titres, vous me connaissez, maintenant je fais toujours des parenthèses trop longues, les sous-titres les plus intéressants, je les ai vus sur des mangas, excusez-moi, des animés, dont les sous-titres avaient été faits par des fans sur internet. Je pense que vous comme moi, vous en avez vu plein, et vous en avez déjà vu, et souvent ils jouent notamment sur les génériques, sur ils traduisent les paroles des génériques, ce qui n'est pas forcément... important, mais visiblement ils le font très régulièrement dans les animés, et on a des apparitions-disparitions de textes, des fondus croisés, des textes qui deviennent plus grands, plus petits, ainsi de suite. Ils jouent beaucoup sur ces génériques, mais bizarrement ils le font plus ensuite sur les épisodes. Alors que je pense que ce serait très intéressant aussi de tenter des choses à cet endroit-là. C'est encore mieux si c'est fait en accord avec l'auteur du film ou de l'animé. Mais bon, je trouve qu'on sent qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler là-dessus, qu'il y a quelque chose à faire, et que ça pourrait apporter encore plus de profondeur au cinéma, sans aucune diminution de la qualité du film qui en résulterait, ou diminution de la compréhension pragmatique du film. Bref, je ferme la parenthèse, vous avez compris un peu mon délire, je viens des arts plastiques, je me calme. Donc, le pitch. Dans une Corée inféodée au Japon, un escroc souhaite marier une japonaise
ingénue et naïve, héritière d'une grande fortune. Pour ensuite la faire interner et récupérer tout son argent. Bon, c'est pas un mec très gentil, vous avez pigé le truc. Pour cela, il fait embaucher auprès de la japonaise une jeune servante qui s'appelle Tsuki, qui est une voleuse habile et maligne. Seulement voilà, la première fois que Tsuki aperçoit la jeune japonaise, que tout le monde appelle mademoiselle, eh ben, elle est fascinée par sa grande beauté. J'en dis pas plus. Comme tous les films de Park Chan-wook, le film il est tendu et inventif. Les dialogues sont tout sauf évidents. C'est vraiment des dialogues que je qualifierais qui sont faits pour désinformer. Et c'est beaucoup plus intéressant en termes de cinéma de ne pas être sûr que ce qui est dit par les personnages est vrai. Il y a quelque chose, dès le début du film, on sent ce travail sur la vraisemblance de la parole et le fait qu'au cinéma, il est beaucoup plus intéressant de faire dire aux personnages des choses qui désinforment que des choses qui informent le spectateur, parce que c'est plus amusant. Mais évidemment, c'est plus difficile de raconter une histoire comme ça. Hein. Si ce que disent les personnages est vrai, vous avez une narration qui coule de source. Si vous pouvez douter de la véracité des propos que tiennent les personnages, là tout de suite vous avez une complexité d'écriture en plus. Comment faire en sorte que l'histoire avance dans la direction qui vous intéresserait éventuellement, sans que les personnages se disent la vérité. Ça c'est beaucoup plus vraisemblable, du coup c'est beaucoup plus tendu, mais c'est beaucoup plus dur à écrire. Parce que tout simplement, si on doute de la parole des personnages, eh ben, y a une attention plus forte qui est portée à ce qui est raconté, on est plus sur le fil du rasoir, puisqu'on n'est pas sûr de rater une information ou de ne pas comprendre une information. Et du coup, Park Chan-wook utilise cette ficelle avec efficacité parce que les dialogues sont croustillants et vraiment imaginatifs. Hein. Je donne juste l'exemple du fameux escroc qui raconte son plan au début du film comme une sorte de fable. C'est une excellente manière de rendre ce moment beaucoup plus intéressant. Et du coup, dans le film, les rapports sont... C'est un bon exemple de séquence, mais il y en a d'autres, hein, où le rapport entre dialogue, séquence et image est vraiment efficace. Je donnerai comme exemple simplement le moment où Tsuki voit la mademoiselle, la fameuse jeune japonaise qui s'appelle Hideko, pour la première fois. Il y a une mise en scène de la fascination qui est très pertinente. Le champ, le plan sur Tsuki, elle est filmée à hauteur d'épaule, c'est-à-dire qu'on voit ses épaules dans le cadre, sa tête en entier, et ainsi de suite. Par contre, quand on a le contre-champ, donc le regard de Tsuki sur Hideko, déjà on n'est pas à côté d'Hideko, mais on est vraiment face à elle. Et en plus, on a son visage en plan serré. On voit ni ses épaules, ni le haut de son crâne, on voit juste son visage. Ce qui donne vraiment la sensation d'une beauté... que la beauté d'Hideko écrase Tsuki. Alors qu'en fait, en parenthèse, l'actrice qui joue Hideko n'a pas une beauté saisissante. Effectivement, c'est une belle femme, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas non plus extraordinaire. C'est la mise en scène qui nous met qui nous donne à ressentir ce que Tsuki ressent. C'est là où je trouve que le cinéma chez Park Chan-wook, et chez d'autres réalisateurs bien sûr, mais dans cette séquence-là, de manière très subtile, il montre à quel point sa mise en scène est juste. Et nous fait adhérer au point de vue de Tsuki de manière très fine. C'est un film aussi, d'autre part, qui est moins sanglant que les films précédents de Park Chan-wook, comme je le disais. La violence, le côté cru de l'histoire est beaucoup plus suggéré. Je ne vais pas spoiler, mais les scènes de lecture sont dans ce sens-là vraiment intenses, mais par définition, elles montrent très très peu. Je veux pas faire de spoiler, il faut voir le film rien que pour ces séquences-là, par exemple. Bon, il faut voir le film tout entier, de toute façon, c'est un excellent film. Mais, je sais, j'ai déjà spoilé mon bilan, mais c'est pas grave, vous me connaissez, c'est pas pour les bilans que vous m'écoutez, j'imagine. Mais tout ça pour dire, rien que pour ces séquences-là, le film, c'est des séquences que j'avais jamais vues au cinéma. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement original et puissant. Ça vient du fait que Park Chan-wook, il sait se mettre au service de ses films, quoi. L'un des sujets de son film, c'est ce qui est raconté et ce qui est vrai. C'est pas toujours effectivement la même chose. Et dans les séquences de lecture, il y a tout ce jeu-là sur la vraisemblance et sur la qualité d'un récit aussi qui est vraiment très très intéressante. Ce qui fait que ce sujet, c'est-à-dire la différence entre ce qui est raconté et ce qui est vrai, est très intéressant pour un travail de mise en scène élaboré. Ce qui fait que Park Chan-wook avait moins envie d'être frontal parce que le sujet s'y prêtait bien. C'est plus un thème qui donne envie d'être suggéré, d'être dans la modération, mais aussi dans la sensualité.
dans la mise en scène. Je m'entends, la mise en scène est plus caressante que dans ses films précédents. De ce fait aussi, un travail sur les points de vue, sur une même situation, qui est excellent, juste excellent. Puisqu'on redécouvre plusieurs fois la narration comme ça, ou des séquences, et là, encore une fois, on est encore une fois sur ce qui est raconté, ce qui est vrai, ce qui est perçu. Le film tourne autour de cette problématique-là, le vrai, le faux, qui est particulièrement jouissive. Bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur ce film, mais je pense que je peux pas sans spoiler. Donc, exceptionnellement, je vais faire vraiment une partie spoiler. Mais pas tout de suite, calmez-vous. Je vais d'abord conclure cette première partie en vous disant que c'est un excellent film, comme je vous l'ai dit avant. Il est intelligent, il est fort, il est à voir sans se faire spoiler. Allez voir ce film sans vous faire spoiler l'intrigue. Déjà que je vous ai spoilé un tout petit peu, mais sérieusement, allez-y. C'est du très bon Park Chan-wook. Peut-être un de ses meilleurs films, là, je le dis sans sourciller. Allez voir ce film, c'est très 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 bon. L'histoire est très bien écrite, les personnages sont très intéressants. La mise en scène est baroque, mais il travaille sur la suggestion. Du coup, si vous aimez moins la violence graphique, c'est peut-être par ce film-là que vous devriez découvrir le style de Park Chan-wook. Les dialogues sont particulièrement truculents. Il y a des sous-titres originaux qui amènent une autre perception de la langue, qui vont vous aider si vous avez du mal avec le japonais et le coréen comme moi à comprendre quoi que ce soit. Vous allez comprendre encore plus. C'est du tout bon. Allez voir Mademoiselle, c'est vraiment un super film. Les autres, ceux qui l'ont déjà vu, je singe un petit peu après le film, mais je vais vous retrouver dans la partie, dans une vidéo que je vais clairement mettre avec la barrière spoiler dessus, et que vous pouvez écouter tout de suite. Voilà. Sinon, pour les autres, allez voir le film, et revenez pour la partie spoiler une autre fois. À bientôt, ou à tout de suite.